Alors, je voudrais qu'on écoute Benoît Payan, parce qu'effectivement, vous le savez, hier, 5 personnes ont été blessées dans un état critique ce mardi, lors d'une attaque au couteau dans le centre-ville. L'assaillant a été abattu par des tirs policiers. On vous a eu sur Europe 1 dès hier entre 16h et 17h, et puis vous étiez avec Laurence Ferrari également, Franck Alizio. Et il y a eu un échange assez musclé hier entre Gauthier Lebret et Benoît Payan. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est de la faute de CNews. C'est-à-dire que M. Payan dit à Gauthier Lebret, vous n'êtes pas juge et tant mieux. Évidemment qu'on n'est pas juge, on est journaliste. Lui non plus n'est pas juge. On essaye simplement de témoigner de la réalité. Et croyez-moi, c'est pas facile. Écoutez cet échange. Ici, j'ai une police nationale qui fait parfaitement bien son travail et qui arrête aujourd'hui, et tous les jours d'ailleurs, des gens qui sont susceptibles de commettre des actes ou qui en commettent et qui sont nés en France. Et c'est la même chose. Et donc, encore une fois, je veux que les gens soient traités de la même manière. Et si cette personne n'avait pas été, si elle n'était pas morte ce soir, elle aurait probablement été arrêtée et probablement été renvoyée. Probablement qu'elle aurait eu des mesures d'exception pour être renvoyée sur son territoire d'origine. Je n'en sais rien. Je ne suis pas juge, vous non plus, heureusement pour nous d'ailleurs. Je ne suis pas policier, pour vous, tout le monde, vous non plus, heureusement pour tout le monde. Donc on va laisser. Oui, que vous ne soyez pas policier ? Oui, enfin, si vous voulez faire des, c'est tellement, c'est tellement petit, c'est tellement facile, c'est pas le sujet. Mais si vous voulez terminer l'interview comme ça, Monsieur le Maire. Non mais j'ai pas. Pourquoi vous voulez aller au clash en fait ? Je veux pas aller au clash, c'est vous qui m'attaquez, mais c'est pas grave. Normalement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas discuter normalement sans que la question de l'immigration soit une obsession ? Mais c'est pas une obsession, c'est juste le sujet quand il y a un Tunisien en situation régulière qui est condamné en première instance, qui est connu pour des faits d'antisémitisme et qui a le ministre de l'Intérieur qui déclare ce soir l'immigration n'est pas nécessairement une chance, personne n'a le droit de s'installer en France automatiquement et le désordre migratoire débouche sur d'autres désordres. Excusez-moi de vous interroger sur les questions migratoires. Peut-être que c'est pas bon pour votre campagne municipale à venir à Marseille, je le comprends très bien, Monsieur le maire, mais excusez-moi de vous poser des questions sur ce sujet. Vous faites monter le niveau, là. Je vois que vous montez le niveau de plus en plus. Vraiment, je vous félicite. Mais si on en revient aux faits, ce qui me paraît logique, et notamment sur une chaîne aussi importante que CNews, avec une chaîne où il y a des millions de Français qui nous écoutent et qui sont probablement d'accord avec vous, ou pas d'accord avec vous, je n'en sais rien. J'imagine qu'il y a une pluralité d'opinions chez vos téléspectateurs, comme sur le plateau, j'imagine. On en revient aux faits. Quand je vous dis que le sujet n'est pas l'immigration, c'est qu'aujourd'hui, on a vécu dans cette ville un drame. On a vécu... quelque chose qui aurait pu extrêmement mal tourner et qu'au moment où je vous parle, peut-être, mais je dois me tromper, je pensais que la première question aurait été comment va la personne qui est entre la vie et la mort ? Bon, moi je trouve que c'est 40 ans résumés dans un échange entre un homme politique et un journaliste. D'abord, Gauthier, il fait simplement son travail. C'est-à-dire qu'il pointe la responsabilité de l'immigration dans un drame qui est en train de se passer, puisqu'il se trouve que ce monsieur est tunisien, qu'il est en plus en situation régulière, c'est ça qui est le plus intéressant presque. C'est la fameuse expression « ouvrir le capot », et on s'aperçoit qu'un quelqu'un en situation irrégulière est quand même poursuivi pour des actes antisémites, on se demande ce qu'il fait encore en France, qu'il est défavorablement connu des services de police, etc. C'est ça, ouvrir le capot. C'est se rendre compte qu'en fait, il y en a des centaines, des dizaines, des centaines et peut-être des milliers d'hommes comme lui. Autrement, on ne le saurait pas. Donc moi, j'apprends que sur le sol de France, vous avez des gens qui sont en situation régulière alors qu'ils ne devraient même pas l'être. Bon, première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement la réponse du politique. C'est obsessionnel pour vous, l'immigration. Ben non, c'est pas obsessionnel, c'est au cœur du sujet. Donc vous avez un résumé, un concentré, c'est le syndrome Dupond-Moretti, c'est le syndrome parfois Emmanuel Macron, on ne veut pas parler de l'éléphant qui est au cœur de la pièce. Donc on ne peut pas s'en sortir, monsieur Alizio. Ouais, déjà on voit que le maire sortant de Marseille, Benoît Payan, n'a pas l'habitude de vraies interviews, parce que ça, il était étonné, on le sentait. Puis il n'a pas l'habitude de se cogner contre le réel, ça aussi. C'est les chiffres. C'est pas à nous, c'est les chiffres. Lorsqu'il dit je ne veux pas, on ne fait pas de lien entre insécurité et immigration, ce sont les chiffres de la préfète de police. Ce ne sont pas nos chiffres, les chiffres de CNews, pas plus que d'un parti politique. Les chiffres de la préfète de police de Marseille, l'ancienne préfète de police, qui est partie il y a quelques mois. Elle a donné des chiffres, je crois l'an dernier, 67% des faits, des actes de délinquance sur la voie publique à Marseille sont le fait des étrangers.
pas des personnes issues d'immigration, des étrangers. C'est clair, c'est net. Ce sont les chiffres de la préfecture de Marseille. C'est évidemment à Marseille, parmi les plus grandes villes, où ce score est le plus élevé. Mais dans les autres grandes villes, malheureusement, il n'est pas très loin. Ça, c'est la réalité. Donc quand on fait un lien entre insécurité et étrangers, il est factuel. Moi, j'en fais un autre de lien. C'est un lien entre l'insécurité et la politique du maire de Marseille et l'action du maire de Marseille. Parce que là aussi, on a des chiffres. À Marseille, alors que vous connaissez la situation en termes d'insécurité, de trafic de drogue, d'islamisme, on a 2 fois moins de policiers municipaux et de caméras de surveillance que dans la moyenne nationale. 3 fois moins, je prends un exemple d'une ville, 3 fois moins qu'à Perpignan. Voilà. En tout cas, heureusement qu'hier, et Bruno Retailleau d'ailleurs a rendu hommage, mais la déconnexion du réel, il suffit, moi j'ai rencontré beaucoup de Marseillais cet été, il suffit de parler 5 minutes avec eux, ils te disent, je sors sans ma montre, je sors sans objet de valeur, je sors sans mon sac. Il n'y a pas besoin d'aller à Marseille pour ça. Je parle des Marseillais. Donc, et il dit ça. Donc, tu es simplement à l'écoute de ce qu'ils te disent. C'est aussi simple que ça. Alors, écoutez Monsieur Dupond-Moretti, parce qu'il a parlé jeudi. On l'a écouté plusieurs fois ici. Mais depuis qu'il a parlé, c'est un ensauvagement XXL. Il n'y a pas de rapport. Ça existait déjà. Mais c'est comme si le réel voulait répondre à Monsieur Dupond-Moretti. Écoutez ce qu'il disait, c'était jeudi au MEDEF. Il y a 1000 crimes par an dans notre pays. Donc vous avez pour les chaînes d'infos continues matière tous les jours à nous parler d'un crime. Et 50 fois dans la journée. Ce qui finit à la fois par, comment dirais-je, nous inquiéter, et légitimement, et ça nourrit l'insécurité, bien sûr, pour ceux qui la vivent, pour les victimes, pour les témoins, mais aussi le sentiment d'insécurité. Et ça, on ne peut pas le nier, c'est un fait. On ne peut pas le nier, mais écoutez, allez dire ça à M. Pro et à ses amis, et vous verrez ce qu'il vous répondra. Il vous répondra, mais non, pas du tout, c'est vous qui êtes déconnecté. Je maintiens, vous êtes déconnecté, M. Dupond-Moretti. Ce qui le met en colère avec Dupond-Moretti, c'est que c'est le résultat de sa politique et de ses prédécesseurs. Oh, c'est pas que la sienne. C'est pareil avant. Hein ? C'est pas que la sienne, genre, ça fait... Non, et de ses prédécesseurs, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça, on ne veut pas reconnaître une responsabilité avec toutes ces réformes qui ont, je dirais, véritablement dévitalisé l'outil répressif en France. On ne peut plus aujourd'hui condamner à des courtes peines, et donc c'est une aggravation. Mais là, par exemple, comment vous expliquez que ce Tunisien, défavorablement connu... J'aimerais bien le savoir. Mais les juges, ils n'ont pas de responsabilité. Qui prend les décisions ? C'est pas possible qu'un juge, un jour, soit responsable des décisions qu'ils prennent. Même dans l'affaire Outreau, le juge avait été sanctionné par simplement la mesure la plus faible, à savoir un blâme. Donc, oui, mais là, il y a bien quelqu'un qui, une fois qu'il est passé... Mais il n'y a pas de responsabilité. Vous n'avez pas de sanction quand vous êtes juge. Mais pourquoi n'est-il pas renvoyé ? Moi, je vous assure, j'aimerais comprendre. Pourquoi n'est-il pas renvoyé dans son pays alors qu'il passe devant un tribunal français et qu'il est condamné? Alors que c'est prévu par la loi. Oui, mais il nous manque des éléments de compréhension. Des peines complémentaires d'interdiction du territoire. Donc, mais alors, est-ce qu'on peut dire que c'est par idéologie ? Parce que ça ne correspond pas à l'état d'esprit de la magistrature. Alors est-ce que ces gens-là doivent être un jour responsables de l'état dans lequel ils mettent la France ? On a essayé à plusieurs reprises, dont M. Sarkozy avait tenté d'introduire la responsabilité des juges. Ça n'a jamais marché. Il y a toujours eu des décisions du Conseil constitutionnel pour dire non. La réponse à votre pourquoi, c'est parce que tout le monde sort du même moule idéologique. Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Bonopayan, une grande partie des juges, j'ajoute Emmanuel Macron dans le lot, ils ne veulent pas voir le problème. Il y a un déni, Pascal. Est-ce que c'est être fasciste que de demander qu'un étranger qui est condamné par l'État français en correctionnel rentre dans son pays ? Est-ce que c'est être fasciste ? C'est la vérité dans 95%, si ce n'est plus, des pays du monde. Et d'ailleurs, j'ajoute que la gauche... C'est un suicide. Ce pays, c'est un suicide, en fait. Les juges, faut leur dire, si vous voulez, c'est un suicide, ça s'appelle. Et la gauche en Europe prend le sujet à cœur, pas en France. Non, mais il y a une autre question. Pourquoi il n'a pas été expulsé, mais surtout pourquoi il est rentré ? Écoutez, moi, je vais aux États-Unis pour raison personnelle chaque année. Si le fonctionnaire de l'immigration me demande qu'est-ce que vous venez faire, je lui explique, écoutez, je viens rien faire, j'ai pas les moyens de subsister aux États-Unis, ce qui était le cas de ce Tunisien, puisqu'il est parti, il a été expulsé pour impayé de son hôtel. Je vous assure que le fonctionnaire de l'immigration ne va pas me dire écoutez, monsieur Nolot, vous pouvez rester jusqu'à 2032, bienvenue aux États-Unis. Il va me dire, cher ami, vous avez le droit à un billet de retour gratuit pour la France. Il n'avait aucune raison d'être là avant d'être expulsé. Mais il y en a des dizaines, en fait. Mais oui, mais il n'aurait pas dû ne pas le laisser rentrer. L'expression que j'utilise sans arrêt ouvrir le capot, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui sont comme lui en France. Oui.
C'est ça qu'on apprend dans ces histoires-là. Le statut d'après, c'est au QTF, c'est même ça, c'est pas exécuté. Il est même pas au QTF. Et là, c'est-à-dire que tu ouvres le capot, tu as un drame et tu t'aperçois ce qu'il y a derrière. Et en fait, il y en a des milliers. Bah, c'est invraisemblable, ça s'appelle un suicide français. Écoutez ce qu'avait dit le président Macron sur le brainwashing. Ça a 2 mois. Ce que je dis, c'est ce que notre société vit. C'est la tyrannie du fait divers. Je ne parle pas du tout des drames quand ils arrivent comme ça. Mais enfin, on a pendant 15 jours eu un débat national sur les puces de lit. Là, ça, c'est des faits divers. 15 jours. Puis d'un seul coup. Les punaises. Les punaises de lit, merci de me corriger, Chago. Merci beaucoup. Oui, mais c'est un fléau pour beaucoup de gens. Mais là, c'est un fléau pour beaucoup de gens auxquels on s'est attaqué, mais avec beaucoup de désinformation qui était faite. Brainwashing. Je dis simplement qu'il y a des gens qui regardent la télévision et qui aujourd'hui, ou les réseaux sociaux, sont dans une société de l'information qui passe d'un fait divers à l'autre. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de la considération pour les personnes qui vivent cela, accompagner les familles, ce que je fais depuis 8 ans de là où je suis, qu'il ne faut pas réagir de manière intraitable. Quand on parle d'insécurité, depuis le premier jour, je suis mobilisé sur l'insécurité, avec les gouvernements successifs. Et qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme, où on a mis en place une politique inédite, qu'il s'agisse de la lutte contre les narcotrafics, où on est encore en train de le faire, de la sécurité du quotidien, sans coup férir. Et sans jamais arrêter, on a agi, on a créé des moyens, on a répondu. Mais on ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans, et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous, parce que les gens ont le sentiment de vivre dans un monde d'un fait divers l'autre. Et en effet, on passe des punaises de lit le matin à un drame qui s'est passé la journée. Donc c'est la faute des journalistes, c'est la faute des chaînes d'infos. Je dis tous qu'on devrait avoir une forme de discipline collective, qui est évidemment de commenter l'actualité, mais aussi de parler, comme on le fait ce soir, des sujets de fond. Ce discours est incroyable. Je vous assure, mais c'est un niveau de déconnexion vis-à-vis des Français. C'est un mépris pour les victimes aussi. Moi, je pense à toutes les victimes qui entendent ça. Je vous assure que c'est dur. Pas un tweet du président de la République hier. Vous vous rappelez quand il y a eu l'affaire Naël, il avait parlé des policiers inexcusables, etc. Là, on a des policiers qui ont agi avec sang-froid. Il faut saluer leur courage. Pas un mot du président de la République. Il aurait pu adresser un message au moins aux forces de l'ordre hier qui sont intervenues. Non, mais en fait, le message, le sous-texte, c'est qu'il ne faut pas traiter l'information. C'est ça le sous-texte. Mais pour lui, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et dans son monde, ça n'existe pas parce que lui, il peut sortir n'importe où. Avec la voiture à coca. Et il y aura des services de sécurité. Bah oui. Il ne se rend pas compte comment les gens vivent en France. Il y est depuis 8 ans dans ce pays. Il ne fait rien pour s'en rendre compte non plus. Il a fait sans doute des choses. Il avait bien sûr qu'il a dû faire des choses pour la sécurité, bien évidemment. Mais c'est pas pris à bras le corps. C'est de dire c'est le sujet numéro 1. Je le mets numéro 1. Et d'ailleurs, quand on le met en numéro 1, qu'est-ce qui se passe? C'est les Jeux Olympiques. Pas un souci. Non, mais c'est inentendable. Parce que là, on met les moyens. Mais les Français sont très contents. C'est inentendable. Comment? Notre-Dame et les Jeux Olympiques. Là, on peut le faire. Les Jeux Olympiques, des flics partout, parfait. Pardonnez-moi de le dire comme ça. On a tout condensé à Paris, c'est pas. C'est inentendable pour Madame Comines, par exemple. Oui. C'est inentendable pour la maman de Philippines. Bah oui. Quand on veut, on peut, en fait. Il y a des conséquences en plus impressionnantes. La deuxième ville de Marseille, voilà. Là, en face de ce qui s'est passé. Franck Alizio, député du Rassemblement national. En face de ce qui s'est passé hier, il y a les Galeries Lafayette. Pas n'importe où, on est en plein centre-ville, il y a les Galeries Lafayette. Vous savez quoi, les Galeries Lafayette, elles vont quitter Marseille. On sera la seule grande ville en France où il n'y aura plus de Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette ont quitté le centre-ville de Marseille parce qu'il n'y a plus de clients, parce que les Marseillais ne viennent plus acheter aux Galeries Lafayette pour des raisons de sécurité. La ville de Marseille n'aura plus des Galeries Lafayette, seule grande ville de France. La FNAC va suivre, elle était à l'étage au-dessus, elle va suivre. Voilà. C'est Marseille. C'est ça la vraie vie en fait. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est les Galeries Lafayette. On dit j'aime voir Marseille. C'est ça la vraie vie, parce que c'est ce que te disent les gens et qui ne remontent jamais là-haut. C'est en fait l'exemple que vous donnez, c'est la vraie vie. C'est voilà, il n'y a plus de Galeries Lafayette, il n'y a plus de Fnac, etc. Ben voilà, c'est ça. Et il y a quelques jours, on apprend que la série israélienne Fauda ne viendra pas tourner à Marseille parce que recrudescence d'antisémitisme. Voilà. Ça aussi, on n'en parle pas, on fait semblant que... Non, il y a... Et face à ça, il y a quoi? Il y a l'incompétence d'une classe politique en particulier locale. Enfin, je veux dire, il y a un système... Oui, mais attends, les gens, ils n'ont qu'à voter pour vous s'ils veulent que ça change. Vous avez raison, c'est sûr. Parce que vous... Et puis on verra si vous êtes capable de faire changer les choses. Parce que le Rassemblement national, vous avez un avantage, vous n'avez jamais été au pouvoir. Donc ça, c'est un avantage. Oui, je suis d'accord avec vous, mais peut-être qu'un jour vous serez au pouvoir
Et à ce moment-là, vous serez face à la réalité. Et peut-être que cette réalité, elle vous fera rabattre vos prétentions de changer la société. Quand on est, je vous donne l'exemple de Perpignan, quand on est quelque part, au moins on fait les choses. Voilà, 3 fois plus de policiers municipaux à Perpignan qu'à Marseille. Vous voyez, et c'est vrai, je pourrais dire également Béziers, qui est une inspiration évidemment du RN, et que manifestement, M. Ménard est considéré comme un bon maire. Regardez l'aberrance. De 2016 à 2023, alors que l'insécurité, la délinquance et le trafic de drogue explosaient à Marseille, on nous supprimait 200 policiers nationaux. C'était monsieur Édouard Philippe. Bon, c'était monsieur Macron. Le système, et tous ces gens aujourd'hui qui gouvernent Marseille, c'est-à-dire tant les macronistes que les socialistes, ont soutenu ces dirigeants politiques. Et quand donc Marseille est mise à mal, et les Marseillais sont mis à mal par leur propre classe politique. Parce que moi, j'entendais hier soir, par exemple, Valérie Boyer, que j'aime beaucoup, mais Valérie Boyer, il y a 10 ans, lorsqu'elle était députée, elle inaugurait des mosquées salafistes. Vous comprenez ce système? Il y a un système clientéliste qui va de la droite à la gauche, qui va des macronistes aux socialistes. C'est ça qui est grave à Marseille. Écoutez, les Marseillais donneront leur verdict au mois de mars. Il n'y a pas que de l'OBU qui court après les islamistes à Marseille. Il y a tout le monde qui court après Écoutons l'ex-épouse de l'assaillant qui raconte effectivement Sandra Birlin qui l'a... Sabrina, pardonnez-moi. Sabrina Birlin qui l'a contacté, l'ex-épouse de l'assaillant, et raconte son histoire, comment il est entré. Il était venu de manière illégale. Déjà en Italie, il avait eu des problèmes avec la justice et il est parti d'Italie pour rejoindre la France, non de façon illégale. Alors je l'ai croisé en mars cette année, je ne l'ai d'ailleurs sur le coup pas reconnu puisque je l'ai aperçu avec une barbe vraiment très longue. Et donc à ce moment-là, j'avoue que je me suis posé la question si pour lui c'était un signe distinctif de s'être radicalisé. Alors moi, de mon côté, on m'a demandé de déposer plainte, ce que j'ai refusé parce que j'avais tout simplement peur pour ma vie. Et je me disais que de toute façon, s'il découvrait que j'avais déposé cette plainte, il viendrait m'égorger devant ma maison. Voilà, il était mauvais. Bon, on va marquer une pause, mais on n'y arrivera pas. De toute façon, moi, je passe mon temps à dire, on n'y arrivera pas si on ne change pas de logiciel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends quelqu'un dans la rue, il est dans une situation ou irrégulière ou dans une situation défavorablement connue et malgré tout sur le sol de France, à l'ombre. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, à l'ombre, tant que les autres pays ne veulent pas le récupérer. Tant que tu ne changes pas de logiciel, tu n'y arriveras pas. Et c'est là que M. Macron, il est à côté en disant j'ai fait. Ben non, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Parce que je pense qu'il n'y a jamais rien de foutu. C'est une question de volonté politique, c'est une question de volonté des Français. Parce que la volonté politique, elle doit venir des Français. Tout à l'heure, vous me disiez, qu'est-ce que vous feriez, vous? Il y a des trucs concrets. Là, tout à l'heure, vous disiez... Mais les Galeries Lafayette, par exemple, qu'est-ce que vous feriez? Si vous êtes maire de Marseille demain, comment vous arrivez à convaincre... Ça commence par la sécurité. Je remettrai Marseille en ordre. Je remettrai Marseille en ordre. J'ai proposé un plan Marseille en ordre il y a 1 an avec 25 mesures. La première de ces mesures, ce serait un état d'urgence. Marseille nécessite un état d'urgence. Vous savez qu'en droit administratif, on a l'état d'urgence, l'état de siège. L'état de siège, c'est vous confiez les pouvoirs à l'armée. Moi, je pense que ceux qui disent ça, en réalité, il faut commencer par l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est donner des pouvoirs exceptionnels à la police et à la justice pour faire son travail. Marseille nécessite ça, par exemple. Deuxième chose, moi, par exemple, on parle immigration. Moi, maire de Marseille, j'arrête net les subventions et c'est des centaines et des millions d'euros aux associations pro-migrants qui accueillent les migrants. Là, par exemple, vous voyez quelque chose de concret et je rends l'argent des Marseillais aux Marseillais. Au niveau national, un truc très concret. C'est une loi, ça prendrait 5 minutes si les LR seraient d'accord pour la voter avec nous, si M. Retailleau était d'accord pour la... Quand Marine Le Pen l'avait proposé en 2022, quand vous entrez sur le territoire de manière irrégulière, comme l'a fait le Tunisien hier, vous ne pouvez jamais être régularisé. Voilà. Entrer par effraction en France vous condamne à ne jamais, par principe, être régularisé. Oui, mais ça, la Cour de justice de l'Union européenne a dit non en 2011. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut un référendum sur l'immigration, pour que les gouvernements français ne soient plus tenus en laisse par le Conseil constitutionnel ou la Cour de justice européenne, tout simplement. Mais non, ça ne fait pas beaucoup de si. C'est de la politique. Mais un référendum
Mais autrement, en fait, Sarah, c'est foutu. Le délit de séjour irrégulier, il a été supprimé en 2012 par François Hollande parce que la Cour de justice de l'Union européenne avait dit non en 2011 par rapport à la directive retour. Mais non, puisque la directive retour vous dit non, c'est l'article 7. La première chose pour un dirigeant français, c'est de retrouver la souveraineté de la France. Ouais. Voilà. Donc, je ne veux pas que ce soit une commission cul sur la commode qui décide ce qui se passe en dehors de cet abandon de souveraineté. C'est la France qui l'a décidé. Mais c'est la France qui doit le renégocier, tout simplement. Mais pourquoi ? Vous avez le sens de la formule ce matin. Mais non, mais écoutez, je me fiche de cette commission pour laquelle je n'ai pas voté. C'est pas une commission d'ailleurs, c'est quoi ? Là, je vous parlais de la directive retour. Je n'ai pas voté pour cette cour. Je veux que la souveraineté revienne au peuple de France. Mais pourquoi la souveraineté ? Mais si on n'a plus cette souveraineté, c'est qu'on l'a décidé. C'est pas tombé du ciel. Faut la reprendre. Eh ben, je veux changer les choses. Les Allemands n'ont rien demandé à personne. Mais non, mais vous êtes. Je vous dis le droit. Vous m'expliquez. Non, mais vous m'expliquez pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche pas ? Et moi, je vous explique pourquoi. Ce que je Parce que l'Union européenne, il y a aussi des bénéfices. Oui, écoutez, mais on a parlé de renégocier. L'influence que vous avez eue lorsque vous êtes allé tourner votre film, vous tournez mal. Hein. Je vous le dis comme je le pense. J'apporte simplement un propos juridique. Mais il y a sûrement des avantages. Mais aujourd'hui, il y a le Danemark. Je vous dis pas que c'est bien. Le Danemark a la maîtrise sûrement des avantages. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Bon, allez, on avance. J'avais simplement un propos juridique. Ce n'est même pas une contradiction. Il faut dénoncer ces accords avec l'Europe, c'est tout. Non, voilà. On est d'accord, en fait. On est d'accord. On est d'accord. Il reste 10 minutes dans cette partie. Je voudrais qu'on écoute le profil de l'assaillant et puis on écoutera également M. Retailleau ensuite. Écoutons. Il s'appelait Abdelkader, un Tunisien de 35 ans en situation régulière sur le sol français. Sa carte de séjour était valable jusqu'en 2032. Un homme déjà connu de la justice. Le 20 août dernier, le préfet de l'Hérault avait saisi l'autorité judiciaire pour des paroles antisémites proférées devant la mosquée de Sète, à une trentaine de kilomètres de Montpellier. L'homme avait été convoqué devant un tribunal. Il était suivi par le renseignement territorial, évalué comme non radicalisé, mais nécessitant un suivi psychiatrique. Il n'était donc pas fiché S, mais considéré comme instable. Lors de son périple criminel, Abdelkader a tenu des propos en arabe. Selon certains témoins, il aurait crié « Allah Akbar » avant d'être abattu par la police. Pour l'heure, la piste de la radicalisation islamiste est écartée et le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi. Alors, ouvrir le capot, combien sont-ils ? Des centaines, des milliers ? Des dizaines de milliers de gens comme ça ? Des centaines de milliers. Des centaines de milliers ? Des centaines ou des milliers, moi je dis des centaines de milliers. Il y a des centaines de milliers de jeunes gens qui sont comme lui sur le territoire. Le pire, c'est qu'on n'en sache rien en fait. Je crois que le plus grave, c'est qu'on ne le sache pas justement. Parce que limite, combien ils sont, c'est un vrai sujet, mais le fait qu'on ne le sache pas est pire peut-être. On sait qu'il y a 200 000. Pardonnez-moi, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des gens déséquilibrés qui sont capables de prendre un couteau, une matraque. Non, pas du tout. Des étrangers en situation régulière. Qui devraient être sortis du pays parce qu'ils sont passés devant les tribunaux. Combien sont-ils ? Un quart des détenus en France sont étrangers. C'est ça, ouvrir le capot. C'est ça. Parce qu'on a c'est invraisemblable que cet homme-là soit encore sur le sol de France. Invraisemblable. Donc je dis combien sont-ils ? Un quart des détenus en France. Et alors vous avez Emmanuel Macron qui va dire j'ai pris à bras le corps. Ben non. Vous n'avez pas pris à bras le corps puisqu'il y a ces gens-là. Parce qu'on a créé des étrangers au statut protégé. Vous savez, si vous êtes arrivé en France avant l'âge de 13 ans, si votre conjoint est français, si vous avez des enfants, voilà, même s'ils sont condamnés, ils sont inexpulsables. Bon, alors qu'on ne s'étonne pas de l'ensauvagement du pays. Non mais là, c'est pas une question de condamnation. Il profère des propos antisémites, il a un profil instable. Dehors. Dehors, pour mort. Non, mais le procès n'avait pas eu lieu encore pour les propos. Je crois que c'est. Non mais il n'y a pas besoin de procès. Bruno Retailleau sur le courage des policiers est faux. Alors en plus, c'est un miracle. Puisque visiblement, c'était une patrouille qui passait à ce moment-là, Franck Alizio. Et c'est un périmètre particulièrement sécurisé par le préfet. Mais c'est un tout petit périmètre. Si ce n'était pas passé dans ce périmètre, ça aurait été beaucoup plus grave. Parce que ce périmètre bénéficie, quand le préfet fait des bonnes choses, il faut le dire, le préfet avait mis le paquet, on va dire, sur le centre-ville de Marseille. Donc, vous êtes à quelques dizaines de mètres du commissariat de la Canebière. Donc c'est vraiment arrivé à un endroit où, heureusement, les policiers n'étaient pas loin et ont pu intervenir très vite. Mais dans un autre quartier, vu que plus aucun quartier à Marseille, la dernière fois c'était dans les quartiers sud à Marseille, qu'un tir de mortier a soufflé l'appartement d'une vieille dame de 92 ans. Dans les quartiers sud, à Mazars, Gaudin, voilà, les quartiers sud de Marseille, ça se passe de partout. Si ce n'était pas arrivé sur ce périmètre,
Ça aurait été un drame. Je voulais vous montrer des vidéos qui ont été tournées hier. C'est des vidéos par des passants qui étaient là. Bon. Pour des raisons juridiques, on ne peut pas forcément les passer. Mais vous avez, et c'est formidable d'ailleurs, les Marseillais qui sont en train de poursuivre cet homme, vous les avez vus sans doute, avec des bâtons. Tout à fait. Parce qu'il y a une solidarité. Évidemment. Ils sont là en train d'essayer de le poursuivre et ils n'arrivent pas à l'attraper, etc. Mais c'est des scènes de chaos absolument incroyables. Je vous assure que vous voyez ça. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas les passer pour des raisons juridiques. C'est vrai que c'est compliqué. Elles n'ont pas été vérifiées. Bon, c'est toujours la même chose. Donc, on est très prudent et il faut toujours l'être. Écoutez Bruno Retailleau qui a rendu hommage aux policiers. Je voudrais vraiment saluer le courage de ces policiers. Ce qui s'est passé en début d'après-midi est très grave, mais aurait pu être encore plus grave. Sans l'intervention des policiers, notamment de la PAF. Ils étaient là dans le cadre de patrouilles pour lutter contre l'immigration irrégulière. Ça fait partie des consignes que j'ai données au préfet. Le préfet avait diligenté ces patrouilles. Et sans eux, je peux vous assurer qu'il y aurait eu d'autres victimes. Bon, et il a également parlé du profil, effectivement, de cet homme-là. Le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui s'est rendu immédiatement, d'ailleurs à Marseille, qui a bien compris le drame que c'était. Et là encore, je renvoie à Éric Dupond-Moretti, c'est pas moi qui me déplace à Marseille, c'est le ministre de l'Intérieur qui se déplace. Écoutons Bruno Retailleau. Cet individu est de nationalité, comme vous le savez, tunisienne. Il est né en Tunisie en 1990, il a donc 35 ans. Il est depuis plusieurs années en France, il avait une carte de séjour. Il est en situation régulière puisque sa carte de séjour devait se terminer en 2032. Mais c'est un individu qui est défavorablement connu de nos services. Il a eu fait affaire à la justice et le préfet de l'Hérault avait activé un article 40, avait saisi l'autorité judiciaire à la fin du mois d'août pour signaler un certain nombre d'agissements et notamment l'individu avait proféré des paroles antisémites devant la mosquée de Sète. Bon, l'État ne protège pas les Français et c'est un drame. C'est-à-dire que si un homme était mort hier, vous imaginez la famille qui pourrait se retourner contre l'État. L'État ne protège pas les Français. Et l'État est fort avec les faibles et faible avec les forts. Et on l'a vu depuis des dizaines d'années, des quelques années, notamment sur le Covid. Ça, pour nous faire prendre un café debout et pas s'asseoir pendant le Covid, ils sont très forts. Pour fermer le pays, ils sont très forts. Mais pour nous protéger, là, il n'y a plus personne. Parce que les décisions ne sont pas prises. Bon. Devant la gare Saint-Charles, il y avait eu 2 jeunes filles qui avaient été tuées de mémoire déjà par un profil. Même profil. Georges Fenech. Simplement dire, Pascal, c'est que ces blessés à Marseille hier ne vont pas rentrer dans la comptabilité de M. Moretti. Parce que M. Dupond-Moretti, il nous dit qu'il y a 1000 crimes par an. Il oublie toutes les tentatives. Vous comprenez ? Or, les tentatives, il y en a plus de 4000 aujourd'hui. Ça a doublé. Donc, c'est non seulement un déni, mais c'est une tromperie que de dire il y a 1000 crimes. Non, c'est pas vrai. C'est un crime qui rentrera pas dans sa statistique. Et je le disais, depuis qu'il a pris la parole, il y a une série de faits qui ne sont pas des faits divers, mais des faits de société, comme cet adolescent de 16 ans qui est mort après avoir reçu un coup de couteau dimanche soir à Caluire et Cuire, dans la banlieue de Lyon, par un adolescent de 13 ans. C'est pas un simple fait divers, c'est justement, ça montre l'ensauvagement, la violence de cette société. Je suis désolé, mais ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais moi je me rappelle de quelque chose, c'est qu'il y a quelques mois, on nous avait dit c'est bon, maintenant on a, parce que ça a été longtemps notre problème, on dit ah mais la justice, on a un ministre de la Justice dur, M. Darmanin, et un ministre de l'Intérieur dur, M. Retailleau, et ils sont tous les deux de droite dure, donc ça va changer. Il n'a rien changé. Le problème, c'est que, comment dire, c'est la formule de Marine Le Pen. Monsieur Retailleau, il parle, il commente. Vous êtes journaliste, lui n'est pas journaliste. Il ne devrait pas simplement commenter et dire les choses. Il devrait Sauf qu'il n'a pas de majorité, il n'y a pas de loi. On fait des propositions de loi. Les LR n'ont qu'à les voter à l'Assemblée. Ils ne les votent pas avec nous. Ça, c'est votre tambouille. Mais non, c'est pas notre tambouille, c'est leur tambouille. Nous, on propose les choses, ils ne les votent pas. Moi, je voudrais qu'on écoute la... C'est injuste, parce que là... Ah non, je suis pas injuste. On l'a vu dans le débat, il est aux affaires. Ça suppose une révolution, il faut se délivrer de certaines directives ou lois européennes, etc.
il n'a pas les mains libres. Je pense qu'il fait le maximum dans les conditions au moment du remaniement. Dernière chose. Il avait conditionné qu'il reste sur le référendum sur l'immigration. Il n'y en a pas eu sur une nouvelle loi sur l'immigration. Il n'y en a pas eu. Il est resté sans rien avoir négocié. Dernière chose. Désolé. Dans cette affaire, cet adolescent de 16 ans qui est mort et cet adolescent de 13 ans qui a été interpellé, je ne sais pas d'ailleurs où ça en est aujourd'hui, la mère de la victime a pris la parole, mais la cousine de la mère de la victime a également pris la parole pour dire que Chemseddine était rackettée par ce jeune de 13 ans qui l'a tué. Écoutez ce qu'elle dit. On est totalement perdu, on ne comprend pas. On ne comprend pas parce que Shems c'est un gentil garçon. Il ne fait pas de bêtises. Il était d'une douceur pas possible. Et c'est surtout que c'est extrêmement grave. Qu'il reçoit un coup de couteau dans le cœur sans aucune hésitation par un gamin de 12-13 ans. Après le pourquoi du comment, on ne sait pas trop. A priori, Shems avait été racketté il y a déjà quelques mois. Et que lors d'aujourd'hui, il a dit stop, j'ai plus envie de me faire racketter. Pour moi, le gosse, il savait ce qu'il faisait. Je veux dire, il est arrivé avec un couteau, il lui a mis dans le cœur, il est parti. Il lui a laissé aucune chance à Shems. Il n'a laissé aucune chance à Shems. Parce qu'il a enfoncé toute la lame dans le cœur. Mais mon Dieu, où va-t-on? Où sont les parents? Où sont les parents? Bon, je vais remercier Monsieur Alizio. La campagne électorale va être rude. Je citais les. À Marseille. Je voyais, par exemple, Renaud Muselier. Ce qui s'est passé à Marseille est un drame terrible, dit-il. Merci à notre police nationale. Les forces de l'ordre étaient là au bon moment et ont fait preuve de sang-froid. Ils ont sauvé des vies en mettant hors d'état de nuire un assassin. Bon, je suis pas sûr que. C'est ça. Voilà, c'est le problème. J'ai rien contre Renaud Muselier, mais c'est pas exactement. Ça fait 20 ans les communiqués de presse et maintenant les tweets. Ça fait 20 ans. Quoi. Et vous savez. Martine Vassal. De la même manière. Voilà, alors évidemment, elle a dit que le sujet était l'immigration. Quand même. Alors évidemment, Éric Ciotti, lui, il dit une nouvelle tentative d'attentat islamiste ensanglante Marseille. Je tiens à féliciter les policiers pour leur courage et leur sang-froid. Alors, enfin, il dit les choses. Et donc évidemment, mais c'est les Marseillais qui décident. Moi, je le dis avec comment. Attentat islamiste, pour l'instant, le parquet national ne s'est pas saisi. Oui. Marseille est en première ligne sur la criminalité, sur l'islamisme, sur l'immigration, sur le trafic de drogue. Marseille est en première ligne. Je le dis avec gravité, si Marseille tombe, et Marseille est en train de tomber, alors la France tombera. C'est pour ça qu'on a une responsabilité aux prochaines municipales. Et au-delà, si Marseille tombe, la France tombera. Donc il faut agir maintenant et on a une responsabilité en tant que Marseillais. Je veux dire que la France, il y a bien longtemps qu'elle est tombée, mais bon. Non. Encore une fois, il faut jamais tout peut être toujours. Elle est tombée. Tout peut. On peut la relever. Eh bien, il faut la relever. Elle est tombée. Il faut la relever. Merci en tout cas.